Pour discuter de ce sujet, nous avons à la tribune donc 6 personnes, dont certains que vous avez déjà pu voir d'ailleurs dans ce petit film. Donc de votre gauche à votre droite, Xavier Mauny, qui dirige la librairie Comme un roman à Paris, une librairie de taille moyenne. Bruno Caillet, directeur commercial de Gallimard. Sylvain Fourel, qui dirige lui une petite librairie, La Voix au chapitre à Lyon. Alain Cook, qui est PDG du groupe Editis. Et Karima Gamgit, qui est directrice générale de Volumen au sein du groupe La Martinière. Et enfin, Alain Panaget, qui représente les librairies Soramps. Donc là, on est dans une grosse entreprise de librairie. Donc des profils différents au niveau des libraires, des profils différents également au niveau des représentants de l'édition, diffusion, distribution. Alain Cook représentant l'ensemble d'un groupe. Vous avez donc un diffuseur, distributeur, des profils différents pour parler des relations commerciales. Alors comme pour les ateliers qui ont eu lieu pendant ces rencontres, on va fonctionner en 2 parties. Une première partie avec une discussion parmi les personnes qui sont à la tribune, et puis une deuxième partie pour vos questions et interventions. Alors je voudrais qu'on aborde successivement trois questions. D'abord, qu'on fasse le point, le film commençait d'ailleurs là-dessus, sur ce qui a été fait en matière de relations commerciales dans la foulée des rencontres de Lyon il y a 2 ans. Il y a eu d'ailleurs un document qui était dans vos sacs, qui a été fait par le SLF pour faire un petit état des lieux. Enfin, c'est plus une liste en fait de mesures qui ont été prises par certains éditeurs, diffuseurs, distributeurs. Dans un deuxième temps, qu'on fasse un état des lieux, qu'on voit un petit peu aujourd'hui dans quelle mesure d'autres choses peuvent être faites. Et enfin, peut-être c'est un sujet plus à aborder avec les représentants de l'édition, qu'on voit aussi ce que les éditeurs, diffuseurs, distributeurs peuvent attendre des libraires en matière d'évolution des relations commerciales. Donc d'abord sur le bilan depuis les rencontres de Lyon, je pense peut-être c'est bien que les libraires donnent déjà leur point de vue sur le sujet. Je ne sais pas qui veut commencer. Alain Panaget ? Oui, je veux bien. Oui. Je vous proposais à chacun de faire des interventions assez courtes. L'idée c'est de garder un temps important de discussion avec la salle ensuite. Bonjour à tous déjà. Oui, je ne vais pas être effectivement exhaustif, ça a été très bien fait et distribué dans chacun des petits paniers lors de ces rencontres. Ce qui est à relever, il me semble que c'est fondamental, c'est que réaction il y a eu, et même si on a des choses à partager ensemble, voire à discuter, voire des confrontations possibles, il est avant tout important d'être cohérent, logique et juste par rapport à ce qui a été fait. Donc des choses significatives ont été faites par, on va dire, la plupart, voire des diffuseurs, à des degrés évidemment divers. Si on devait faire un top 10, on aurait sûrement un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est que le travail qui a été le plus unanime, c'est celui sur la trésorerie, à travers la réduction des crédits sur les avoirs, et puis qu'à des degrés divers, quelques-uns sur la remise de base, d'autres sur des formes anciennes mais qui se généralisent, qui sont les contrats, d'autres qui ont pris à bras-le-corps l'idée de travailler sur une surremise qui soit effective soit sur la nouveauté, Actes Sud en est un exemple, il a été cité à diverses reprises lors des rencontres précédentes, des ateliers précédents, soit sur le fond, et là aussi c'est UD, à travers une surremise effectuée. Je pense que toutes ces pistes ont été plus ou moins actées et validées par les uns et les autres. La question qui peut se poser, qui est celle de l'objet, entre autres, du débat, c'est de savoir si elles ont vocation à être pérennes et si elles ont le sens pour chacun d'entre nous à être effectivement pérennes. Et puis, mais on attendra un petit peu de rentrer dans le débat, je pense qu'il y a peut-être d'autres pistes qu'on peut s'autoriser à penser. D'accord, donc ça on va y revenir effectivement. Pardon. On va revenir sur ces autres pistes dans un deuxième temps peut-être. C'est pour ça que je m'en arrête. Voilà. Merci. Sylvain Fourel, vous avez le même point de vue. Ah, je vais vous passer mon micro. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si, sur les mesures qui ont été prises, je crois que ce n'est pas la peine de les rappeler, tout le monde les connaît maintenant, et puis on les pratique
depuis 2 ans dans nos librairies. Moi, je trouve on a bien vu qu'effectivement la rentabilité des librairies s'était encore dégradée. Pour moi, qui représente plutôt des petites librairies, c'est encore plus évident. Et je trouve que du coup, les relations avec les distributeurs, la diffusion et la distribution, et c'est encore dégradé, effectivement. Alors, je vais prendre un exemple, mais il faut que je le prenne parce que je trouve qu'il est très parlant. Et que les conséquences sont aussi très parlantes, c'est que pour nous, en tout cas, en région Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres régions, on a constaté il y a 1 an des fermetures de salles des ventes, des salles qu'on disait de proximité. Donc, il y a 2 ans, on n'avait pas l'impression que ces salles allaient fermer. Au contraire, qu'elles pouvaient être un levier d'appui pour les petits libraires notamment, qui nous permettait une réactivité plus efficace sur les réassorts, qui nous permettait souvent d'acheminer nos retours, et dans laquelle, en tout cas à Lyon, on avait un travail à la fois sur les comptes à terme et sur les grossistes qui était quand même énorme. Bon, on nous a dit que ces salles des ventes n'étaient pas rentables, et puis on nous a annoncé finalement leur fermeture. Nous, à Rhône-Alpes, on a profité de l'association pour essayer de rencontrer les dirigeants de ces salles. On a vite constaté que de toute façon les cartes étaient jouées depuis bien plus longtemps que ce qu'on pouvait penser, donc que ces salles allaient fermer. Donc on a demandé à rencontrer les représentants alors là c'était Livre Diffusion, on a donc rencontré les représentants de la Sodis et du grossiste Livre Diffusion pour essayer de voir quelles seraient les suites de cette fermeture que, encore une fois, on était très nombreux à utiliser. Et les conséquences ont été catastrophiques parce qu'en contrepartie on n'a rien eu, mais vraiment rien, 0 pointé. Et en plus de ça, pour la plupart des libraires qui les utilisaient, on a été obligé de renforcer nos passages de transport dans nos librairies parce que du coup, on ne pouvait plus suivre au niveau de la réactivité des réassorts. Bon, c'est vrai que concomitant à ça, il y a eu la Sodis et puis Interforum qui ont inventé un bon système qui est l'étoile 24-24, mais pour des librairies comme les nôtres, c'est un système qui ne nous sert pas puisqu'on n'est pas livré tous les jours. Donc ça, je trouve que c'est un symbole un outil qui a disparu, et du coup ça pose effectivement la question de savoir les réseaux, comment véritablement les diffuseurs et les distributeurs envisagent l'utilité de ces réseaux, parce que du coup on nous enlève des outils, donc effectivement on va quand même moins bien travailler, c'est évident. Xavier Mauny, toujours sur les effets ou les impacts des rencontres de Lyon. Sur ma vision globale de ce qui s'est passé depuis Lyon il y a 2 ans, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a un certain nombre de choses qui ont bougé. J'ai surtout l'impression, comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure dans le petit film, que la relation diffuseur-libraire a évolué, et j'ai l'impression qu'on nous regarde avec un petit peu ou un petit peu moins de condescendance parfois, ce que je pouvais ressentir par le passé. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure prise en compte de nos attentes. Maintenant, je pense qu'on est encore loin du compte. Je crois qu'en termes d'analyse des effets précisément de toutes ces mesures sur nos comptes, moi, à titre personnel, sur ma librairie, ça n'a pas eu d'effet révolutionnaire sur ma comptabilité. C'est-à-dire que j'ai constaté effectivement des gains de marge, hein. J'ai profité de certaines de ces mesures. J'ai profité aussi, il me semble que j'ai amélioré ma trésorerie aussi en fonction, notamment grâce au raccourcissement des crédits fournisseurs. Mais je n'ai pas encore gagné suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir développer mon activité, pour pouvoir être présent sur des secteurs, enfin en tout cas d'avoir une politique plus agressive aussi et d'aller chercher mes clients. Hier, on nous disait d'aller voir, d'être plus proche de nos clients. On a aussi besoin d'un petit peu d'argent pour ça et d'un peu plus de résultats. Et ces 2 années-là n'ont pour l'instant pas permis de trouver ces nouveaux leviers. Donc je crois moi je vois aujourd'hui ces rencontres de Bordeaux comme un point d'étape. Et je crois qu'effectivement, comme le disait Karima tout à l'heure dans le reportage, il faut absolument qu'on réussisse, libraires, éditeurs, diffuseurs, à réinventer une autre manière de travailler et essayer de voir comment on peut mieux répartir la marge et la valeur, en tous les cas, sur le livre. Alors Bruno Caillé, donc vous êtes directeur commercial de Gallimard. Comment vous avez vécu Lyon, quelles conséquences ça a eu pour vous, et puis peut-être aussi un mot sur les salles de vente, puisque c'est une question qui a été soulevée. Alors concernant effectivement les salles de vente sur Lyon et sur Nantes, malheureusement, et ça a été une décision très difficile,
Mais malheureusement, les actionnaires n'ont pas pu maintenir l'activité. Alors, derrière, je pense que chacun a essayé d'organiser le mieux possible la reprise des opérations d'office et de réassort. Et maintenant, après pas mal de mois d'expérience, j'ai le sentiment que les choses commencent à reprendre leur cours. Mais c'est certain que par rapport aux délais qui étaient ceux des libraires qui directement les approvisionnaient, on ne retrouvera peut-être pas tout de suite le même service. Alors, après, je rebondis aussi par rapport à ce qui s'est fait après Lyon, donc les rencontres il y a 2 ans. Nous, on a voulu prendre en considération une chose, c'est que, a priori, les librairies qui ont le label Lire sont celles qui, malgré tout, bénéficient des conditions les meilleures. En général, chez nous, à la diffusion Gallimard, elles ont une remise moyenne de 39%. Et on s'est rendu compte que, à l'inverse, les librairies du fameux 2e niveau avaient des conditions qui étaient moins bonnes. Donc on a pris la décision de cibler les librairies qui réalisaient un chiffre d'affaires de plus de 50% sur le livre et de mettre pour le CDE et pour la diffusion Gallimard une remise plancher à 35%. Alors ça a concerné pas loin de 700 librairies et donc principalement des librairies de 2e niveau, pardon. Ça a été une opération qui a été complexe à monter pour le CDE dans la mesure où il a fallu demander aux éditeurs diffusés pour certains d'entre eux de prendre une partie des coûts en charge. Mais on est arrivé à, je pense, une réponse qui va dans le sens de ce que vous disiez sur le fait qu'il ne faut pas raisonner 2e niveau et 1er niveau. Là, je pense que c'est un moyen, effectivement, de garantir un niveau de marge à ces librairies qui connaissent ces difficultés qu'on a pu voir aujourd'hui. Bien, Karima Gamgit, vous-même, comment avez-vous... quel a été pour vous l'impact des rencontres de Lyon? Comment vous situez votre propre action? Écoutez, ce qui a été assez intéressant dans ces rencontres de Lyon, c'est que dès qu'on est retourné au bureau, beaucoup d'éditeurs, même ceux qui n'étaient pas présents, nous ont appelés pour nous dire qu'il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est très satisfaisant, d'abord parce que ça veut dire qu'il y a une vraie continuité entre l'éditeur, le diffuseur et, si possible, le libraire dans la compréhension des besoins de la chaîne du livre. Et donc ça, c'est pour moi essentiel si on veut bouger, parce qu'on ne bougera pas les uns indépendamment des autres. Et j'inclus les éditeurs aussi dans cette réflexion-là. Donc on a réuni un certain nombre d'éditeurs qui voulaient qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment révélateur d'une prise de conscience d'une vraie problématique et surtout d'essayer de trouver des solutions. Alors, nous, on a fait évoluer un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'avez de toute façon. Je ne suis pas sûre que ça satisfasse tout le monde, je suis même assez convaincue du contraire, mais l'important, c'était de démarrer quelque chose. Je pense qu'on n'est pas au bout de cette réflexion-là. Enfin, je l'ai redit dans le film et voilà, je vous le redis. Je pense qu'on n'est pas au bout de cette réflexion-là, qu'il faut changer beaucoup de choses, il faut changer des modèles. L'important pour moi dans tout ça, c'est de comprendre qu'on ne peut pas faire de transfert de marge comme ça. C'est-à-dire que c'est mécaniquement et financièrement pas possible, donc ça veut bien dire qu'il va falloir trouver des leviers pour travailler différemment et du coup arriver à dégager de la marge ensemble et mieux la répartir en fait. Voilà. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Alors pour revenir, et je trouve que c'est un bon exemple, et je me mets tout à fait solidaire de Bruno Caillet sur Livre Diffusion, puisque Volumen est coactionnaire de Livre Diffusion. Mais c'est vrai que là, on est obligé de prendre des décisions générales à des problématiques locales. Livre Diffusion était un souci financier parce que même malgré le fait qu'il regroupait les 3 groupes d'édition que sont Flammarion, Gallimard et puis le groupe La Martinière, notre puissance financière n'était pas suffisante pour assurer un volant économique suffisant pour maintenir cette structure. Donc on prend des décisions générales qui génèrent des problématiques locales,
Donc c'est dommage, certes, mais voilà, ça rejaillit sur un certain nombre d'entre vous. Malheureusement, au niveau général, quand on le regarde, on n'a pas d'autre solution que celle-là. On en a cherché, on en a cherché longtemps. Malheureusement, à un moment, il y a un problème économique qui s'opère. Dans la distribution en général, puis après je vais m'arrêter, je vous promets. Dans la distribution en général, je pense que la cartographie que vous connaissez aujourd'hui ne sera pas celle de dans 5 ans. Il n'y a pas d'autre solution. On a besoin de massification. Alors, je ne vais pas vous faire une prédiction sur l'avenir, je ne le connais pas, mais ça ne peut pas rester comme ça. Alors Alain Cook, Karima Gamgit évoquait la synergie nécessaire entre les éditeurs et les diffuseurs. Vous dirigez un groupe global, donc édition, diffusion, distribution. Qu'est-ce que vous aviez tiré comme leçon des rencontres de Lyon? Comment vous avez appréhendé cette initiative et qu'est-ce qui s'est passé depuis pour vous? Ouais, écoutez, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation, puisque m'a demandé de participer pour donner aussi la vision, pas uniquement diffuseur, nous en parlerons, tous les représentants d'Interforum sont présents aujourd'hui, prouve aussi l'intérêt, bien évidemment, qu'on attache à ces relations, mais également, je dirais, avoir la vision des éditeurs. Le premier point très important, c'est qu'effectivement, et c'est toujours très difficile, il y a des réponses différentes entre les spécificités des points de vente, elles ont été abordées, on le voit bien en 3 exposés, mais on a la même chose côté édition, c'est-à-dire que côté édition, entre un éditeur aujourd'hui de droit, de juridique, de littérature générale, de jeunesse et de pratique, évidemment, les approches sont complètement différentes. Et à un moment donné, la synthèse est très difficile à faire et de prendre des options générales. Finalement, on s'aperçoit qu'on est peut-être arrivé un peu au bout de ce problème-là, parce qu'il faut répondre d'une manière générale à des spécificités qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, en littérature, la librairie indépendante peut représenter jusqu'à 50-60% du chiffre d'affaires d'un éditeur. Et donc, c'est une solidarité, je dirais, acquise, au-delà de, je dirais, de toutes les qualités que ce réseau peut avoir. Pour un éditeur juridique qui représente 5 à 10%, ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Donc, il faut qu'on fasse cette synthèse et peut-être qu'il faut qu'on fasse une spécification, je dirais, différenciée. Et quelqu'un, tout à l'heure dans l'interview, disait finalement, il n'y a pas à différencier les canaux. D'une certaine manière, c'est un peu vrai également qu'entre un canal de vente qui assure, je dirais, le chiffre d'affaires de saisonniers pendant les vacances, etc., a un rôle des fois aussi important, vous le signaliez, qu'une maison de librairie premier niveau qui assure également des fonctions dans le scolaire et autres. Et donc, c'est très difficile dans des propos, et je me méfie toujours, vous savez que je communique peu, sur le fait de pouvoir avoir un avis sur tout et qui réponde à toutes les questions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ce matin. Ça a été dit en filigrane, c'est cette prise de conscience. Et chez nous, elle n'a jamais été, je veux dire, ébranlée. Après, c'est de savoir ce qu'on veut faire sur l'intérêt, l'utilité et l'absolue nécessité de maintenir, je dirais, le réseau de la librairie indépendante, mais également indépendant, ça dépend de la définition qu'on donne, bon, tous ceux qui vendent aujourd'hui du livre. C'est absolument nécessaire. Et le premier point que je voulais dire également, puisqu'il faut être concret, ce matin, ça a été évoqué, la contribution des éditeurs qui était basée sur le volontariat, ce qu'a annoncé Vincent Montagne, de 7 millions, peu importe le chiffre, mais ça a été annoncé, et après de dire si c'est volontaire, est-ce qu'ils vont payer, est-ce qu'il faudra avoir recours à la loi. Je voudrais vous dire d'une manière très claire aujourd'hui, c'est que d'abord le groupe Editis, je ne suis pas mandaté, mais tous les grands groupes également qui sont au bureau du syndicat national d'édition, si cette décision a été prise, elle a été prise pratiquement à l'unanimité, et donc nous serons volontaires, donc il n'y aura pas de souci, si vous voulez. Et si on prend les 2 ou 3 groupes principaux qui sont au SNE, ça va représenter à peu près 60 à 70% de cette cotisation, cette contribution, pardon, sur les 7 millions. Donc ça,
la chose concrète aussi depuis 2 ans, voilà, c'est que maintenant, il y a des engagements concrets que je peux prendre devant vous. Et également, donc, il n'y aura pas besoin d'avoir recours à la loi, ce qui signifie très clairement l'engagement des éditeurs, au moins ceux, on a une chance, si vous voulez, c'est d'avoir qu'un seul syndicat dans l'édition, justement, qui permet d'avoir ce genre de dialogue. Imaginez qu'on ait 5 syndicats, un qui représente la littérature, un qui représente la bande dessinée, un qui représente... On ne pourrait pas avoir ce genre de dialogue. Et la première contribution, voilà, c'est de vous donner la garantie qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de report à la loi, donc de reporter, et que, je dirais, la grande partie de ce qui est annoncé ce matin sera financé. Le troisième point, où là, nous sommes exactement comme vous, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous sommes dans une période de transition, et pour les éditeurs, comme pour vous, c'est un point important. Et notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, il se passe un point majeur qui est tout à fait positif. C'est qu'il y a 10 ou 15 ans, des nouveaux distributeurs ont pris le fait et cause pour le consommateur. C'est très clair. Et on n'a pas bien vu venir. Moi, je me souviens les premiers voyages qu'on faisait à Seattle, il y a 10 ou 12 ans, je suis certainement un des plus âgés dans la salle, on y allait un petit peu pour voir, bon, Seattle, voilà, les start-up, etc. On n'avait pas bien compris que le livre serait l'élément majeur de stratégie de grands groupes, on peut les citer, comme Amazon, comme Google, Apple, que le livre, finalement, serait ce vecteur fondamental qui permettrait de se rapprocher du consommateur. Et aujourd'hui, la grande différence, et même depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, le lecteur pour nous, le consommateur, l'acheteur pour vous, et c'est une révolution quand même très importante, il a des choix qu'il avait moins avant. Nous étions dans un métier d'offre totale où aujourd'hui l'éditeur publiait un livre et le prescripteur, le diffuseur était la librairie premier niveau. On était ensemble. Et le lecteur était heureux. Il avait satisfaction sur ce point. On ne peut pas le nier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a un choix. Il peut aller dans un magasin, qui sont les vôtres, avec toutes les spécificités, les modernités, les évolutions qui sont intervenues. Il peut commander par Internet le papier. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et je veux dire aussi qu'en 2 ans, ça a complètement explosé. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires fait par Internet dans notre groupe, c'est factuel, va représenter 10% du chiffre d'affaires. Alors Alain, excusez-moi, parce que finalement on engage avec vous là, déjà le débat un petit peu en termes mais je peux tenir des heures. D'évolution. Non, c'est pas grave, on quitte un peu le bilan de Lyon, mais c'est très bien, il faut le faire effectivement. Voilà. Mais du coup, je vais vous peut-être continuer encore 1 minute, mais justement, quelles conséquences vous en tirez en matière d'évolution des relations commerciales et, dans cette, de relations commerciales, donc pour retomber, je vais prendre... Si possible, pas trop longuement, parce pour que... Non, alors je vous promets, je vais être court, je répondrai après aux questions. Mais si vous voulez, si on ne se pose pas ces questions-là, on répond mal sur ce point-là. C'est qu'il va falloir répondre, je m'excuse en insistant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le lecteur, le consommateur qui progressivement aussi va décider de nos orientations. Et ça, c'est absolument certain sur ce point-là. Et en termes d'édition, j'en finirai, vous avez vu les annonces il y a 15 derniers jours. Aujourd'hui, vous avez la concurrence d'Amazon, le e-commerce, le numérique. Et aujourd'hui, sur l'édition, ce qu'ils appellent le self-publishing, il y a eu 2 annonces de séduction auprès des auteurs. Aujourd'hui, ça y est, nous avons des auteurs qui ont des offres de la part de ces nouveaux acteurs, et donc pour être diffusés en numérique. Donc, ce qui veut dire que si nous n'arrivons pas à garder, et c'est là que je voulais dire, ce savoir-faire du métier de la création, ce sont des ouvrages qui échapperont également à la librairie, parce qu'ils seront diffusés directement sur le numérique. Le deuxième point, vous l'avez vu, personne n'avait vu venir le coup, c'est de dire maintenant, chacun peut écrire la suite des grandes sagas avec succès, que ce soit Stéphanie Meyer, Harry Potter, etc. Donc on est rentré, aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de solidarité plus qu'aujourd'hui, on est tous sur des schémas qui sont en train de changer. Voilà, et donc, vous m'avez dit, il faut raccourcir. Oui. Et je veux dire qu'encore plus, depuis 2 ans, si vous voulez, c'est l'utilité absolue que ce lien entre la librairie premier niveau et les éditeurs soit accru pour, je dirais, résister à cet environnement qui est en train de complètement changer et où lequel, je trouve, on est un peu absent
c'est sur le comportement du lecteur et du consommateur. Alain Panager, vous aviez dit d'emblée que vous aviez des propositions pour l'évolution. On est sur la deuxième partie, hein, sur un peu qu'est-ce qu'on peut faire évoluer maintenant. Vous aviez des propositions, peut-être pourriez-vous les donner? Je vais moi aller dans une liste de solutions que je n'ai pas. Mais je vais essayer de réagir un petit peu au propos de M. Coup. Mettez bien le micro devant... Pardon, voilà. Excusez-moi. Oui, de réagir au propos et sur effectivement la question qui nous habite un petit peu et qu'on énonce à demi-mot les uns et les autres sur ce que représente aujourd'hui la vente en ligne. Et au-delà de la question de la vente en ligne, objectivement, de ce que représente un acteur, plus particulièrement de la vente en ligne. Puisque j'apprendrai rien à personne et chacun le sait, c'est qu'aujourd'hui on a annoncé à peu près 17% de part de marché de vente en ligne. On le sait à peu près tous, je ne discuterai pas les pourcentages, que ces 17% à 80% sont probablement faits par 2 acteurs et que ces mêmes 2 acteurs, lorsqu'on distribue au sein de ces 2 acteurs, 80% est fait par un des 2 acteurs. Donc on est confronté à cette situation et globalement, je pense que les problématiques économiques que vit la librairie en général, et quelle que soit sa forme aujourd'hui, on parle beaucoup de numérique et tout, et moins, même s'il ne faut pas nier l'avenir et les questions de l'avenir, est quand même très concrètement lié à un nouvel acteur d'un marché dont on a constaté tous, à la lecture des diverses enquêtes, qu'il est en baisse pour la 3e année successive, que cette baisse, d'ailleurs, telle qu'elle a été annoncée à 3,5, si je ne me trompe pas, prend en compte la part de l'évolution du e-commerce. Donc si on l'a ramené très concrètement à la réalité du marché, inscrit dans une vente qui est une vente physique, on ne serait pas à 3,5, à moins de 3,5, mais on serait beaucoup plus en deçà. Et que par rapport à ça, puisqu'ici l'ensemble des libraires réunis ou acteurs et autres sont des gens qui défendent une profession qui est celle de la librairie indépendante, avec de grandes diversités, et notamment les interventions de Sylvain ne peuvent pas être les miennes, comme celles de Xavier ne peuvent pas être les miennes, même si en bout de course, on a tous une porte qu'il s'agit d'ouvrir pour faire entrer du client. La réalité quand même de tout ça, c'est qu'on est confronté à une économie différente où ici, les gens qui représentent l'édition et tout n'ont pas forcément et n'ont pas naturellement le même questionnement à avoir ou la même problématique à avoir. Ce marché est un marché qui vous est commun, qu'il soit en ligne ou pas en ligne. Nous, c'est un marché qui nous échappe. Ça nous met dans des positions qui sont des positions différentes. Et ensuite, on est tous ici à peu près dans... Je maintiens toujours cette notion de diversité parce que je ne veux pas apparaître en privilégié, parce qu'en rien, le fait d'être une grande librairie n'inscrit ma position en tant que privilégié. D'abord parce qu'elle n'a pas toujours été grande et que c'est une histoire économique. Et ensuite parce que beaucoup de gens qui sont petits aspirent peut-être à une même histoire économique. Donc on a tous un but ultime, et voilà. Et finalement, ce qu'on est aujourd'hui, c'est un peu la constante ou la récompense, ou les hasards de la vie, ou les bons choix stratégiques qui ont fait qu'on est devenu ça. Mais on est confronté au même marché. Et par rapport à ça, on a quand même des contraintes qui sont totalement différentes. Vous terminiez parce que... Je terminais, pardon. On insiste sur la qualité du personnel, l'exigence portée sur ce personnel, la connaissance des ouvrages, les conséquences de l'exigence, c'est-à-dire aujourd'hui dans un marché du travail, lorsqu'on a besoin de compétences, on les rémunère. On dit combien est important, et au-delà de la question de l'édition, dans le cadre d'une politique de la ville, la présence de nos lieux de vente dans des centres-villes, et on a soulevé combien la présence dans des centres-villes a un sens, et un sens économique, des loyers, être au bon endroit et tout. On est dans le conseil, etc., etc. Je vais essayer d'aller très vite. Et finalement, on est aussi porteur, quelquefois, vous suivant dans vos productions, parce que j'oublie jamais que vous êtes les créateurs, ou en tout cas les passeurs-créateurs, et que nous, derrière, on prend acte de cette création, on essaie de faire rencontrer un public à ça. Mais on est quand même confronté à des tas d'obligations pour notre pérennité et notre validité qui sont d'une nature, en termes économiques, totalement différente à celle de l'entrepôt. Excusez-moi, mais il faut en laisser un peu pour les autres. Non, mais je termine. Et surtout pour la salle, après. J'aurais très vite terminé. À celle de l'entrepôt de 50 000 mètres carrés, dont les conditions de travail, vous avez tous lu
le reportage publié chez un éditeur concurrent font que la rémunération ne se pose pas. Et à partir de là, et c'est pour ça que je termine, et derrière je laisse la parole, la question de la valeur partagée, de savoir si légitimement les exigences de points de vente ou de réseau ou de vente qui sont largement différentes doivent être rémunérées de la même façon, se pose. Alors justement, puisque vous évoquez cette question, Karima Gamjid, vous avez expliqué justement que bon, le changement de la répartition ne peut pas se faire facilement, rapidement, etc. Peut-être vous pouvez un petit peu développer cet aspect des choses, je ne sais pas, ou si vous avez d'autres propositions dans la situation actuelle. Donc là, on est 2 ans après Lyon, dans un contexte un peu différent. Écoutez, je ne vais pas réagir sur ce qui vient d'être dit, c'est un peu le bâton pas très gentil à me donner, mais non, je pense qu'il faut qu'on travaille différemment, tout simplement parce que les marges aujourd'hui ne sont pas, elles sont faibles sur toute la chaîne de la valeur. Il faut être très clair. Je vous donne un exemple que vous connaissez bien. Je pense que pour faire une bonne diffusion, il faut de bons représentants, il faut un personnel qualifié, il faut le rémunérer. Une force de vente, c'est une charge fixe dans une entreprise, que si le chiffre d'affaires baisse, eh bien, vous savez très bien de quoi on parle, puisque c'est votre cas. Donc, je crois que c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de transfert magique, parce que économiquement, ça ne va pas être possible. Et moi, je pense que la diversité qui fait la force de la librairie aujourd'hui, il faut qu'on la garde en termes éditorial. On parlait d'un grand acteur du marché. Un diffuseur n'a pas intérêt à ce qu'il n'y ait plus qu'un acteur en face de lui, ni même 10. Donc voilà, on a plutôt intérêt à garder cette diversité. Donc à partir du moment où on a une marge qui est assez contrainte sur toute la chaîne, il faut trouver comment la fluidifier. Alors j'en discutais avec certains libraires tout à l'heure, j'expliquais ça, je trouve que c'est peut-être assez parlant, même si ce n'est pas facile à faire. C'est qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher aussi à un éditeur, c'est ce qu'on appelle le coût de surtirage. C'est-à-dire qu'en fait, il base son économie en disant, voilà, on estime qu'on va en vendre 10 000, et puis on va tirer à 10 000, et puis finalement, vont revenir 5 000, et voilà. Donc, du coup, le coût pour l'éditeur est très important. Donc, il faut qu'on arrive à mieux maîtriser la chaîne complète des achats. Donc je me mets dans la boucle, hein, je ne renvoie pas la problématique sur les autres. Pardon ? Attendez, vous pourrez intervenir tout à l'heure, on va finir simplement la partie tribune. Donc je pense que c'est un travail global qui doit être fait, de manière à mieux maîtriser cet ensemble, et que l'éditeur, du coup, n'ait plus ses surcoûts, que le libraire, en maîtrisant mieux ses achats avec le diffuseur, et moins de retours et que ça lui coûte moins cher, il faut qu'on arrive à simplifier cette chaîne-là. Oui, Sylvain Fourel, vous aviez évoqué tout à l'heure, oui, mais j'ai une question précise aussi parce que vous avez évoqué justement la dégradation spécifique de la rentabilité des petites librairies, c'est ce qui apparaissait dans l'étude Xerfi. Quelle solution, quelle mesure ? Du coup, c'est insupportable d'entendre ça, parce que du coup, qu'est-ce qui explique qu'effectivement, cette rentabilité se casse la gueule, parce que du coup, je l'ai expliqué tout à l'heure, on nous rajoute des coûts supplémentaires parce qu'on nous enlève des outils. Et du coup, qu'est-ce qui explique ça ? C'est-à-dire que comment vous envisagez notre place, quoi ? C'est-à-dire que notre rentabilité se casse la gueule, on va finir par disparaître, et en contrepartie, on entend un discours qui dit qu'il faut réfléchir, etc. Et donc, du coup, nous, on va bientôt faire plus du tout partie du paysage de la distribution du livre. Bon, mais... Bruno Gaillet, peut-être, est-ce que c'est un point... Oui, oui. 2 choses. D'abord, il ne faut pas qu'on quitte cette réunion en ayant en tête que le poids de Internet, c'est 17%. Ce qui était dit ce matin, c'est qu'on parlait de lieu d'achat. Oui, c'est différent de ce que ça représente en poids. C'est plutôt 10-12% que 17%. Après, la librairie représente, chez les éditeurs de littérature, on l'a dit, 50% de notre activité. Il n'est pas question, et c'est absolument pas du tout dans notre esprit, de baisser les bras par rapport à ce qui était dit ce matin. Nous, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est continuer ce qui était commencé, c'est-à-dire
poursuivre le travail que nous avons déjà pu faire dans le cadre des réunions avec le SLF usages commerciaux et développer ces moments de rencontre, de discussion avec les libraires. Il y a plein de sujets à aborder en librairie qu'on n'aborde pas. Certains intervenants l'ont dit, on passe beaucoup de temps sur le travail de la nouveauté, et si je conserve, moi, un point positif de la nouvelle mise en œuvre d'Actes Sud, c'est l'idée de dégager du temps pour les représentants et les libraires pour réfléchir à ce qui se passe dans la librairie au moment où les ventes se font. Donc ça me semble important. On commence à avoir les outils. Alors pour cela, toutes les diffusions ne seront pas équipées de la même manière, mais on commence à avoir des outils pour vraiment analyser ce qui se passe et pouvoir rentrer en discussion avec les libraires. Moi, ce que j'ai envie que les représentants fassent et ce que j'ai envie de faire avec les libraires quand je me déplace, pas assez, mais c'est vraiment ça qui est intéressant, qui est passionnant, c'est est-ce qu'on optimise les collections qui sont présentes, comment est-ce qu'on peut travailler sur les fonds, est-ce que les mises en avant sont bien faites, comment on met en œuvre, comment on présente les nouveautés. Et là, je pense qu'il y a énormément de sujets à aborder, parce qu'on peut à ce moment-là aussi intégrer la dimension du lecteur, du client qui rentre dans la librairie, et travailler ensemble à optimiser les choses. Donc ça, c'est très important qu'on continue ce travail, mais qui était déjà engagé maintenant depuis plusieurs années. C'est extrêmement important parce que c'est aussi à travers ces leviers d'analyse pour optimiser le chiffre d'affaires qu'on optimisera la marge de librairie. Donc il y a un vrai travail qu'il faut continuer à faire, qui n'est pas simple, pour que cette rencontre, ces relations avec les libraires et les représentants continuent à se faire. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Xavier Monique, comment vous voyez justement ce travail, la poursuite de ce travail? Moi, en fait, je voulais un peu revenir sur ce qui s'est dit. Il me semble que la relation commerciale entre libraires et diffuseurs, il faudrait qu'on essaye de la prendre dans sa globalité. C'est-à-dire, et c'est un peu ce qui me fait défaut, je trouve, chez la plupart des diffuseurs, c'est comment penser cette relation commerciale dans son ensemble. Il me semble qu'on a plusieurs points qui me semblent saillants. La question de la rémunération. On ne peut pas toujours l'évacuer, et Karima, ce que vous dites, de dire qu'il n'y a pas de transfert de valeur possible, on ne peut pas se contenter de ce discours-là. Vous avez fait des choix, les uns et les autres, historiquement, en favorisant certains canaux de distribution, des choix qui s'avèrent un petit peu, pas toujours les plus réussis, quand on voit ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense que ça, il faut repenser cette question de la rémunération. Derrière ça, il faut aussi qu'on réinvente la diffusion, la relation commerciale, comme disait Bruno. Je crois qu'il y a peut-être effectivement ici des économies d'échelle à aller chercher, je n'en sais rien. On peut imaginer d'autres modes de travail pour faire en sorte que la relation et l'information soient de meilleure qualité, que nos taux de retour diminuent. Il me semble que là, c'est un enjeu aussi pour trouver des relais de rémunération. Le troisième point qui me semble important, c'est tout ce qui est lié à la distribution. À la fois, alors quand je parle de distribution, je vais parler aussi du transport et des délais de livraison. Donc le coût du transport, ça c'est une vraie problématique aujourd'hui pour la librairie. Et je crois aussi que là-dessus, il faut qu'on se penche sur la question parce qu'il y a vraisemblablement des acteurs aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes conditions que nous. Donc ça, il faut qu'on revienne là-dessus. Les délais de livraison sont extrêmement importants et certains distributeurs ont commencé aussi à se pencher sur la question. Et avoir les livres en 48 heures dans nos librairies aujourd'hui, je crois que c'est une exigence tout à fait normale. Et puis enfin le dernier point qui me semble important et qu'on élude aussi très souvent, c'est la question du prix du livre, et non pas du prix unique du livre, mais du prix du livre. Quelle valeur aujourd'hui on doit fixer au livre ? Je vois que certains éditeurs aujourd'hui ont la tentation de diminuer le prix du livre. Est-ce que c'est une solution aujourd'hui de vendre un produit qui perd de sa valeur ? Alors je sais qu'on me met en face la question de la défense du consommateur et tout ça, mais est-ce qu'on peut continuer à vendre des livres de moins en moins chers ? Alors, non. Alors, juste une dernière chose avant de vous donner la parole à la salle. Je voudrais juste demander aux trois représentants de l'édition et de la diffusion qui sont à la tribune, ce sera la fin avant de passer la parole à la salle, simplement si vous avez, des attentes spécifiques vis-à-vis des libraires en matière d'évolution des relations commerciales. Alain Cook. Écoutez, moi je voudrais
d'abord rebondir sur... tout à l'heure, vous m'avez interrompu, c'était mon dernier point sur le prix du livre. Parce que pour les éditeurs, et pour vous, c'est un point majeur. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'environnements qui nous poussent à baisser le prix du livre. Pourquoi ? Parce que ce soit la communauté européenne, que ce soit même en France, il y a beaucoup d'acteurs qui souhaitent le développement du marché numérique et que le marché numérique passe par une baisse du prix. Et il est absolument certain, c'est ma conviction, si j'ai tort, tant mieux, sur ce point, c'est que le jour où vous trouverez des livres équivalents, c'est-à-dire homothétiques du prix papier à 50% en numérique, le prix du papier deviendra trop cher. Et encore une fois, je suis peut-être têtu, c'est le lecteur qui décidera. Quand à un moment donné, il aura le choix sur le prix, et ça, monsieur, c'est un véritable problème auquel on est confronté. La France a inventé le livre de poche. C'est le seul pays au monde, ça n'a pas été cité dans les études ce matin et tout, c'est le seul pays au monde où il y a à peu près 100 millions de volumes qui sont aujourd'hui vendus en livre de poche avec un prix moyen 6 et 8. On a déjà répondu d'une manière concrète, je dirais, à une baisse des prix. En rajouter une autre, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les débats sur la TVA, on compense, on ne baisse pas, etc. Si on va trop loin sur ce sujet-là, on a bien vu les tentations de mettre le livre à 2 € sur ce point. Et là, je peux vous dire que tous ensemble, et ça c'est un véritable prix, il ne faut pas être trop long, mais c'est un point majeur sur ce point-là. Aujourd'hui, je parle pour Editis, le prix moyen du livre vendu le plus élevé est dans votre réseau qui est représenté aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème. Et tout à l'heure, vous parliez de revendre, c'est que si demain le prix du livre doit baisser de par l'influence du numérique, là, il y aura un réel problème sur l'ensemble de l'économie, y compris sur les droits d'auteur. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Le deuxième point, ce qu'on attend, je crois que c'est le relais, c'était bien résumé. Et on pourrait y passer une heure, sur les transports, ça a été abordé. Livrer en 48 heures, en 24 heures, c'est une exigence qui paraît aujourd'hui par rapport au monde de l'e-commerce incontournable, je suis d'accord. Beaucoup de diffuseurs, distributeurs, nous sommes partis dans cette logique-là. Par contre, nous sommes des professionnels, et ça a été abordé ce matin. Il faut immédiatement, et d'ailleurs ça a été ouvrir qu'est-ce que va devenir Prism. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la base de notre système, c'est la mutualisation. Et donc, avec évidemment des plateformes, etc. Donc, livrer en 48 heures ou demain en 24 heures suppose d'autres organisations. Et je suis d'accord avec Karima, ce n'est plus du tout le même schéma. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, nous repensions techniquement. Peut-être que nous utilisions Internet. On doit peut-être inventer le prisme virtuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des colis sur une plateforme que l'on va éclater avec des manutentionnaires pour savoir quel camion et tout, en amont, nous puissions organiser ça. Sinon, on aura des catastrophes. Tout le monde aujourd'hui est d'accord, il faut livrer en 24 heures, en 48 heures. Que devient le système traditionnel? Je n'en sais rien. Sinon qu'un coût qui va être énorme. Aujourd'hui, vous le savez, Prism est partagé entre les libraires en termes de coûts et les éditeurs. Vous payez à l'aller, vous payez à la sortie, on se paye le truc. Demain, s'il y a 40% des flux en moins, le système explose. Je le répète, certains d'entre vous l'ont connu, il y a 15 ans, on a connu la faillite du système transport. Et là, on y va tout droit sur ce point. Donc, aujourd'hui, c'est incontournable, il faut livrer vite. On ne peut plus. Mais il ne faut pas occulter qui va payer la casse de l'autre côté. Et là, on a une responsabilité collective de se mettre autour d'une table le plus rapide. C'est prévu, ça a été annoncé ce matin. Sur les retours, de la même manière. Aujourd'hui, 30 jours pour créditer. Très bien, pratiquement tous les diffuseurs, distribution le font. L'important... Non, apparemment, je n'ai pas la bonne information. Mais ça fait partie du débat. Aujourd'hui, si la reconnaissance des retours, c'est 15 jours, 3 semaines, ce n'est pas ça l'intérêt. Donc il faut également voir à quelle rapidité on peut reconnaître les retours que vous renvoyez. Le troisième point, c'est notre engagement. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, et évidemment nous avons des contacts avec chacun d'entre vous individuellement, moi je sais qu'il y a des libraires qui ont des taux de retour de 12, 13, 14, d'autres qui ont 25. Et on commence à comprendre qu'effectivement, on pourrait peut-être baisser de 2 à 3 points si on était plus professionnel sur l'ensemble.
Donc, Alors, il y a Alain, qui paye. excusez-moi, voilà. Et vous posez des questions, on peut pas. Je vais vous couper encore, désolé. Fallait Donc, pas m'inviter. rapidement, Karim Agamji de Bruno Caillet, est-ce que vous avez des attentes ou des propositions, enfin des attentes vis-à-vis des libraires pour l'évolution de cette relation Moi, commerciale? je vais rejoindre ce qu'a dit Bruno, ce que j'ai dit au début. Je pense que moi, mon attente, c'est qu'on échange, qu'on discute, qu'on se pose autour d'une table, qu'on trouve des solutions ensemble. Voilà, donc pour moi, ça passe par là. Bruno, Il y a un sujet, il y a effectivement le sujet des retours qui est un point important. Les retours, on peut essayer de les traiter aussi en regardant, en analysant les retours sur le fond, les retours sur la nouveauté. On s'est rendu compte qu'effectivement, on voyait une montée des retours sur le fond. Ça veut dire que peut-être que les opérations qu'on met en place, de remise en place du fonds, sont mal calibrées. Ça veut dire effectivement qu'il y a un travail à faire d'analyse. Et en ce qui me concerne, je pense que véritablement pour améliorer la marge, c'est le sujet, si je ne me trompe pas quand même, de cet atelier, la baisse des taux de retour est une priorité. Et le second point, c'est ce que disait Xavier, sur les prix. C'est certain que sur les prix, il faut qu'on continue à être très vigilant. Alors on ne peut pas augmenter les prix de manière inconsidérée parce qu'il y a un acheteur, il y a un client après qui achète le livre. Malgré tout, on peut augmenter régulièrement le prix des livres. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur le Poche avec des augmentations régulières. Là, on va le faire au mois de juillet, avec une augmentation importante de l'ensemble des titres de Poche. Mais on peut aussi, et peut-être qu'on ne le fait pas assez, regarder ce qui se passe sur les ouvrages de fond. Nous, par exemple, sur les ouvrages de fond, on change les prix, on les modifie à l'occasion des réimpressions. On peut très bien imaginer qu'on réajuste ces prix plus fréquemment, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans les prochains mois. Donc là, je crois que sur la hausse des prix, c'est certain qu'il y a une véritable réflexion à avoir ensemble sur ce sujet. Bruno, c'est un débat, je voudrais juste intervenir sur ce prix. Oui, mais on va passer la parole à la salle. Vraiment, 30 secondes, s'il vous plaît. Attendez, parce que, Fabrice, oui. sinon ça n'a pas de sens. Mais oui, mais... Non, mais attendez, ce que je voudrais Il y a dire, des c'est impératifs que horaires. nous-mêmes, en tant Oui. qu'éditeurs, on serait ravis de pouvoir augmenter les prix. Je voudrais juste citer un exemple. Ça a été mentionné ce matin sur la comparaison entre les différents pays. Bon, vous le savez, l'actionnaire d'Editis, c'est espagnol. Donc, je connais bien le marché espagnol. Le marché espagnol, traditionnellement, avait des prix plus élevés de 2 à 3 euros sur un livre de littérature que la France. Et donc, c'était montré en modèle. Quand j'étais, j'espère qu'il n'y a pas de journaliste là pour Il n'y en a ma aucun. carrière, c'était donc juste de dire qu'effectivement, en France, je devais augmenter les prix des livres. Bon, la crise est arrivée en Espagne. En 6 mois, la première des décisions était de baisser le prix du livre. Parce que le consommateur, il ne marchait plus sur ce point-là. Donc, je veux dire que ce n'est pas un sujet aussi simple. Il y a la volonté, mais le consommateur, le lecteur est omniprésent. Et donc, aujourd'hui, il y a des seuils psychologiques, vous les connaissez ça mieux que nous sur ce problème-là. Donc, le politique de prix, je reviens, c'est plus compliqué que juste en 3 minutes qu'on a débattu, mais c'est un des vrais sujets. Mais il n'est pas aussi simple que de dire juste on peut indéfiniment augmenter le prix des livres, même si on le souhaite. Bien, c'est à vous. Enfin, pas tous ensemble, bien entendu. Je pense qu'il y a des micros dans la salle. Je dis franchement, on ne voit presque rien de la tribune. Ça marche donc, Ah oui, ça marche. Je ne sais pas qui est où. Allez-y. Je ne sais pas qui c'est, mais présentez-vous, s'il vous plaît. Anaïs Massola, donc libraire Le Rideau Rouge à Paris. J'ai plein de... Oui, Non, là ça va, c'est mieux. J'ai plein de questions et plein de coups de gueule. Je vais essayer de trier. Alors, un des coups de gueule que j'ai quand même envie de dire, parce qu'on l'a déjà entendu ce matin, c'est que je me demande quand même comment la diffusion peut se permettre de nous demander de nous occuper mieux de nos clients. Je trouve que c'est inconvenant. Voilà, ça c'était pour le dire. J'ai aussi une question sur l'histoire des marges, les répartitions des marges. Moi, je veux bien. Mais pour ça, j'ai besoin de connaître l'économie de la distribution et de la diffusion. On m'a expliqué que l'économie de l'édition avait 2-3% de bénéfices nets. Je voudrais connaître quels sont les bénéfices de la diffusion et de la distribution en comparatif. Excusez-moi.
La troisième, et puis on va dire la dernière, c'est Oui. la question du label. Vous vous appuyez beaucoup sur les librairies qui ont le label Lire. Il faut savoir que le label Lire, il faut avoir déjà 6 000 références. C'est-à-dire que pour la plupart des librairies qui font 150 000 € de chiffre d'affaires ou moins, ne possèdent pas ce label puisqu'ils ne possèdent pas les références. Est-ce que vous avez décidé directement de les exclure du système ? Ou est-ce que vous pensez qu'en dehors du label Lire, donc les 30 jours et toutes les propositions que vous avez faites, est-ce qu'en dehors de ces librairies qui ont le label Lire, est-ce que les autres valent la peine d'être aidés ou pas ? Bon, alors, on va peut-être prendre plusieurs questions et y répondre ensuite au niveau de la tribune, parce que sinon, ça va être lourd. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Maya Flandin, librairie Vivement Dimanche à Lyon. J'aurais aimé que Sylvain puisse aller au bout de sa pensée, parce que j'ai eu l'impression quand même... Oui, je l'ai coupé. Voilà. Et parce que justement, sur les conditions qui ont avancé ou pas avancé, en fait, il y a quelques libraires qui ont bénéficié effectivement de conditions. Ça a été à chaque fois des tests dans des périmètres assez réduits. Je pense que c'est important que Sylvain nous explique en quoi un réseau peut être important et que c'est essentiel qu'on ait un vrai réseau. Parce que sinon, ce sont des pratiques de librairie, de lecture qui vont se perdre. Il faut que tout le monde en ait conscience. Est-ce qu'on peut continuer à se résoudre, de savoir que des petites librairies font un résultat de moins 0,6 ? Est-ce que collectivement, on est d'accord, on se dit on continue quand même comme ça, comme on a fait depuis toujours ? Oui, alors une autre intervention dans la salle. Oui. S'il vous plaît, je voudrais intervenir également. Donc, je voudrais qu'on revienne sur les interventions de M. Panager et de M. Moni, qui étaient extrêmement intéressantes, qui disaient, voilà, pourquoi, au vu de la valeur de la librairie, puisque pendant 2 jours, on a passé notre temps à dire quand même qu'on avait du qualitatif à mettre en avant, que ce qualitatif avait un coût. Et donc, en effet, moi, je reviens sur la question, pourquoi ne pas rémunérer mieux ce qualitatif au lieu de rémunérer les grands groupes qui vendent sur Internet ou dans des grandes surfaces entre le torchon et le jambon. Oui, une autre question. Oui, quelques réflexions comme ça, au risque de le faire reparler. Je crois que M. Cook ne répond pas à la question posée qui est inscrite là. Ou alors, il y répond trop clairement. Je ne sais pas si c'est pas assez clair ou trop. Quand il dit « ce sont les consommateurs qui vont décider, on va s'adapter à leur comportement ». Parallèlement, récemment, j'ai entendu M. Montebourg dire « les libraires doivent prendre en compte les changements de comportement de leurs clients à propos d'Amazon, dont ils favorisent, comme vous le savez, l'installation de plateformes en France ». Moi, la question que j'ai envie de poser, et pas un seul journaliste lui a posé ce jour-là à la télévision, c'est depuis quand le rôle de l'État consiste à favoriser les plus puissants ? Malheureusement, il ne va pas pouvoir vous répondre. C'est dommage. Oui. Et par ailleurs, les éditeurs, dont certains sont les représentants ici, renvoient fréquemment sur leur site directement sur ces réseaux dominants de vente en ligne. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger aussi là-dessus ? Et enfin, M. Cook a fait allusion à quelque chose de beaucoup plus inquiétant pour nous. Et je pense que ça, c'est peut-être le principal, et on n'en a pas dit un seul mot ici, ça me trouble énormément, lorsqu'il parle d'Amazon, de Google et des projets qui se préparent là. Il y a probablement quelques arrière-pensées dans ce qu'il dit. En fait, je pense que vous ne dites pas ce que vous pensez réellement, M. Cook. Et dites-nous comment vous inscrivez. Vous êtes un acteur essentiel aujourd'hui quand même en France du livre. Comment vous vous inscrivez dans ces projets monopolistiques comme il n'en a jamais été imaginé à ce jour pour le livre ? Allez, une dernière intervention de la salle, enfin dernière, oui. Pas dernière, mais de cette série, et on va prendre quelques réactions de la tribune. J'interviens. Allez-y. Je n'ai pas participé à tous les ateliers, donc peut-être que la question a été posée, mais quand on parle du prix unique, on ne parle jamais de la remise unique. Et si c'est une question qui a été posée donc peut-être dans un atelier, mais je ne l'ai pas entendue. Alors je repose cette question. Pour moi, la réalité du prix unique passe un jour ou l'autre par le prix unique, la remise unique, qui donnerait vraiment là une égalité
de chance pour tous les libraires. Et puis, je regrette que dans ces journées, on n'ait pas parlé du problème des appels d'offres, des collectivités. C'est après, d'accord. Ok, alors il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je suggère que tous les personnes sur la tribune ne répondent pas à toutes les questions, sinon on n'en finira pas. Alors d'abord, il y avait des questions concernant la marge respective de la diffusion et de la distribution, et puis peut-être un peu au-delà le partage de la valeur. Je ne sais pas qui veut parler de ça, peut-être Karima Gamgit ou... Oui, ben voilà, donc c'est pour ça que je me tournais vers vous. Oui, absolument. Alors, pas je vais pas vous répondre d'abord parce que je ne suis qu'un représentant de la diffusion-distribution, donc je ne vais pas parler pour tout le monde. Ce qui est important... Non, je ne vais pas vous donner de chiffres. Je ne dis pas que je ne veux pas vous répondre. Je ne vais pas vous donner de chiffres. Là où j'ai voulu insister tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut qu'on regarde où se passe la valeur. Et là, je suis prête tout à fait à le faire. Et j'ai des réunions de travail qui sont prévues avec un certain nombre d'associations de libraires pour discuter de ça. Qu'est-ce qui coûte cher à qui? Donc ça, c'est pas tabou de discuter de ça. Mais il faut qu'on le fasse de manière concrète. Oui, qu'est-ce qui coûte à qui, où on rapporte quoi? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut le prendre sur des exemples concrets. Encore une fois, on a des réunions de travail qui sont prévues avec des associations de libraires. Je vais avoir du mal à vous répondre. Avec des associations de libraires. S'il vous plaît, laissez les personnes sur la tribune répondre comme elles veulent répondre. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais si vous les interrompez toutes les 2 secondes, on n'avancera pas plus, je pense, malheureusement. Bien, Karima Gamgit. Voilà, donc donc on peut prendre des cas et regarder en effet ce qui se passe. Moi, je suis tout à fait favorable à ça. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Donc voilà, c'est ce que je dis, qui n'a pas beaucoup de succès, mais je pense qu'il est important qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Alors, il y avait une question sur les avantages consentis éventuellement aux librairies qui ont le label Lire et donc ce qui est fait pour celles qui ne l'ont pas. Je crois que les politiques des différents diffuseurs ne sont pas exactement les mêmes dans ce domaine d'ailleurs, mais enfin, je ne sais pas, Bruno Caillet, vous vouliez en parler? J'ai dit tout à l'heure, nous on a choisi de ne pas prendre comme critère le label et de prendre en revanche la part du chiffre d'affaires fait sur le livre dans l'activité de la librairie, quelque part pour effectivement cibler les libraires pour lesquels le livre est l'activité principale, en dehors du label, parce que c'est vrai que le label implique un assortiment très large et un certain nombre de contraintes que certains libraires plus petits ne peuvent pas ou très difficilement remplir. Donc nous, c'était notre position. Et au passage, je vais moi répondre sur la partie diffusion, puisque ce travail a été donc fait avec Mathias Echnel, donc le patron du CDE, et c'est vrai que pour obtenir ces moyens qui ont donc ce transfert de marge à la librairie, eh bien c'est un travail difficile parce que la rémunération, la rentabilité de la diffusion spécifiquement dépend de la remise qu'on fait aux libraires d'un côté et des conditions que les éditeurs obtiennent de l'autre. Donc il y a une marge très limitée, une marge de manœuvre très limitée. On a réussi à le faire en s'appuyant sur le fait que des éditeurs ont accepté d'améliorer leurs conditions pour faire face à ces demandes spécifiques. Je pense que Mathias Echnel parlerait mieux que moi de ce sujet, mais c'est un peu l'idée. Alors, Alain Cook, vous avez été interpellé en particulier à propos de ce que vous aviez dit sur le fait que ce sont les consommateurs qui décident en matière de prix. Trois choses que j'ai retenues. D'abord, qu'on me reproche plus de dire les choses clairement. Donc là, le fait de cacher quelque chose, c'est pas du tout le cas. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand le consommateur ou le lecteur décide, moi je suis frappé, par exemple sur le e-commerce, parce que monsieur, je vous ai pas vu, je sais pas qui a posé la question. Aujourd'hui, je suis frappé de voir l'évolution. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit. Ça a été mentionné. Il y a 2 acteurs et demi à peu près sur le e-commerce qui se partagent le marché. Je suis frappé que chaque jour, le consommateur va plutôt vers un site, pour les raisons que vous avez évoquées, les frais de port. Mais il n'y a pas que ça, le service et tout. Donc c'est bien le consommateur qui décide du lieu
où il va acheter sur ce point. C'est juste... Oui. Oui. Le consommateur, il va, comme vous l'avez dit clairement, sur Amazon, parce que les offres qui lui sont faites sur Amazon sont extraordinaires. Non, monsieur, non, mais je suis éditeur, c'est pas moi qui ai fixé les frais de port gratuits. Si le port n'était pas gratuit... Oui, mais... D'ailleurs, Madame la ministre l'a bien dit. Non, mais monsieur, pourquoi vous mettez... Et l'édition, le SNE, s'est porté tout à fait solidaire ce matin, ou alors vous n'avez pas écouté. Si, si. Mais donc, Malterbe a attaqué, la justice a tranché également. On est solidaire de ce point-là. C'est tout ce que je veux dire. Ce n'est pas les éditeurs qui se sont portés caution que le fait qu'Amazon fasse les frais de port. Ça n'a pas de sens. Mais mais enfin, bien, monsieur... attendez, mais pourquoi vous mettez... Non, je suis en train de vous dire que le consommateur, il ne va pas chez Amazon comme ça parce qu'il va chez Amazon. Mais c'est ce que je vous dis. Il faut que chacun s'écoute. Excusez-moi. C'est exactement ce que je vous dis. Et les éditeurs ne sont pas responsables, les groupes d'édition, le fait que Amazon fasse des frais de port gratuits. Excusez-moi, mais si Amazon est en mesure de faire des frais de port, d'offrir des frais de port, c'est que les distributeurs et les éditeurs offrent des remises beaucoup plus importantes à Amazon. Ouais. Alors, je pense qu'on va poser... Excusez-moi, on va poser la question autrement. Est-ce qu'Amazon a des tarifs préférentiels ? Je pense que si vous voulez, je m'excuse, c'est un débat, je respecte tout à fait vos positions. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. D'abord, les remises. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs du e-commerce qui ont des remises, je regrette de vous le dire, supérieures à celles d'Amazon et qui n'ont pas connu le succès. Bon, et donc avec des grands groupes également. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Non. J'aimerais qu'on laisse les personnes qui sont à la tribune finir de répondre à leur manière. Et encore une fois, pensez-en ce que vous voulez. Et je voudrais vous dire également que sur ce point, c'était évoqué, sur le problème de lutter contre Amazon, je veux dire que tous les groupes d'édition, on est bien. Aujourd'hui, sur les conditions commercial, on est à Bruxelles tous les 15 jours, parce que c'est aussi une dimension qu'il faut bien avoir. Nous sommes en France, nous sommes le débat. Tout ça se joue également en grande partie à Bruxelles. C'est pas mon choix, c'est pas celui des éditeurs. Nous y sommes présents. Et voilà. Donc, le fait de dire que nous avons accordé des conditions à Amazon qui permettent ce développement supérieur. Et il y a des acteurs traditionnels du monde du livre en France à qui nous avons accordé depuis historique des remises supérieures à celles d'Amazon et qui ont échoué sur le e-commerce. Voilà, c'est factuel. Bien, alors, Sylvain Fourel, dont il a été demandé avec instance qu'il intervienne. Donc vous êtes très attendu, Sylvain. Bien sûr. Oui, parce que du coup, tout à l'heure, je me suis un peu perdu dans mon argumentation, mais ce qui est terrible donc, quand on entend ça, c'est qu'effectivement, nous, les petites librairies qui donc ne sommes pas rentables, on essaie de nous faire croire, et c'est encore une hypocrisie qui a lieu encore cette année, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'entre Lyon et Bordeaux, rien n'a changé. On essaie de nous faire croire qu'en utilisant du 24-24, qui pour l'instant nous coûte cher, on va concurrencer Amazon. Or, justement, c'est pas ça qui va nous faire concurrencer Amazon, puisqu'on a l'impression que... Enfin, on se pose la question en vous entendant de savoir en qui vous croyez exactement, c'est-à-dire sur quel réseau vous comptez vous appuyer pour continuer à vendre les livres. Il y a quand même dans ce réseau important, mais de petits libraires, beaucoup de gens qui font un travail dans des endroits pas possibles et qui du coup empêchent effectivement que les gens forcément aillent sur Amazon parce qu'ils essaient d'être présents sur ces territoires-là. Donc c'est un peu curieux parce qu'on a l'impression qu'on va finir cette table ronde en disant rendez-vous dans 2 ans à Lille parce que finalement on est toujours à la même problématique que depuis 2 ans. Effectivement, il est possible qu'on termine de toute façon sur un rendez-vous dans 2 ans. Bien, il y a une autre question qui a été posée sur la question de la remise unique. Est-ce qu'à la tribune, quelqu'un veut réagir sur cette proposition ? Non, mais moi, je veux quand même compléter par rapport à ce qui a été dit sur Amazon d'un côté et les autres réseaux de l'autre. Il y a des conditions générales de vente qui existent. Ces conditions générales de vente, la plupart des diffuseurs et des éditeurs ont différencié leurs conditions générales de vente entre la vente en ligne et la librairie. Alors, ces conditions générales de vente, elles varient
pour la librairie permettant d'arriver à une remise de 30 à 40. Et on peut compléter ces remises par un certain nombre d'outils, des marchés. C'est notre cas, mais on n'est pas les seuls. Il y a pas mal de marchés qui existent, qui permettent après, effectivement, c'est plutôt des marchés qui sont faits aux plus gros libraires ou aux librairies moyennes, d'arriver à une remise, rajouter 1,5 point, 2 points additionnels. Ça, c'est le dispositif qui existe depuis longtemps, qu'on essaye d'aménager, d'améliorer, en tenant compte, en fait, en permettant l'accès à davantage de remises, soit parce que les libraires élargissent leur offre, soit parce que les libraires vont mettre en place un certain nombre d'opérations sur l'année, etc. Donc ça, c'est des dispositifs classiques. Je pense que tous les diffuseurs en ont, mais ça permet d'animer et d'arriver quand même à des points de remise additionnels assez significatifs. Mais ça ne se traduit pas par des bons points à la fin, ça se traduit par des niveaux de marge qui sont des bons niveaux de marge. Maintenant, par rapport à ça, la librairie a quand même, et ne l'oublions pas, un avantage, un véritable avantage par rapport à Internet, c'est que quand on analyse les ventes sur Internet, pour ne pas stigmatiser un acteur particulier, en réalité, sur les nouveautés par exemple, sur les grosses nouveautés, on se rend compte que la part que prend Internet est assez faible. Je vais prendre des exemples concrets. Vous me laissez... Je finis juste. Je finis. Donc, la part que va prendre Internet sur un ouvrage de Ruffin ou de Pénac chez nous, c'est environ 3-4%. En revanche, c'est vrai que sur les fonds, c'est-à-dire sur les collections qui constituent les fonds de nos catalogues, leur part peut monter. Donc, une des réponses possibles pour améliorer la marge de la librairie, c'est de réfléchir à comment élargir l'offre en librairie. Alors ça, c'est une vraie difficulté, parce que élargir l'offre en librairie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place, ça veut dire qu'on va mettre en situation des collections à rotation plus lente, donc ça veut dire comment les faire fonctionner, mais on a fait des tests, on a essayé de le faire, on a essayé de monter un certain nombre de choses, ça ne marche pas certaines fois, mais on se rend compte quand même que plus on arrive à développer ce type de partenariat avec les libraires, plus le résultat, le chiffre d'affaires est au rendez-vous. Alors, c'est compliqué à faire parce qu'à l'extrême, ces systèmes se rapprochent de ce qu'on peut qualifier de dépôts. Alors, les dépôts, on pense que ça peut être une solution, les dépôts. Les dépôts, ça peut être une solution pour les collections à rotation lente, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre pour des questions en fait, de suivi informatique, pour des questions aussi de capacité à faire en sorte qu'une fois que le dépôt est en place, les libraires recommandent automatiquement les livres. Et c'était un petit peu, nous, les conclusions qu'on a pu tirer des expériences qu'on a fait à l'occasion du centenaire de Gallimard, c'est-à-dire la mise en place de dépôts dans une 50aine de librairies. On s'est rendu compte qu'au final, il n'y avait pas ce réachat. Mais ça n'empêche pas de réfléchir quand même, avec les outils que proposent les SS2I, à des systèmes permettant de le faire. Donc il y a une batterie de moyens permettant aussi d'élargir l'offre en librairie, de maintenir une offre importante en librairie. Ce n'est pas uniquement les opérations d'animation, c'est aussi ça. Et ça, je pense que c'est une réponse, puisque quelque part, on sait, pour résumer et conclure, Internet est très fort sur le fond, mais n'est pas si fort que ça sur la nouveauté. Et de toute façon, le fait est que c'est la librairie indépendante qui fait le succès des livres, des tirages petits, moyens. On a impérativement besoin de travailler ensemble pour avancer avec vous sur ce type d'ouvrage. Bien, alors on va revenir dans la salle pour quelques questions. Oui, allez-y. Moi j'en ai une, Musicalam à Lyon. Oui, on n'a pas eu les réponses, excusez-moi, on n'a pas eu les réponses sur tout, c'est comme ça, peut-être un peu plus tard, peut-être pas. On essaye de faire au mieux. En parallèle... Oui, excusez-moi, si vous pouvez laisser parler votre confrère, merci. Donc, Sylvain représente les petits libraires, moi je suis une petite libraire spécialisée, je pense qu'on a quelques-uns dans la salle.
Parmi les 3 distributeurs qui sont présents sur l'estrade, un qu'on connaît bien, Gallimard, a suivi la qualité de notre travail et on ne discute plus tellement de remise avec eux, on discute d'intelligence du fond. Parce que le travail de fourmi qu'on fait est rémunéré correctement, probablement même prix qu'Amazon. Par contre, j'ai de bonnes nouvelles pour Interforum, pour Volumen et pour un ou deux autres du même acabit. Vous pouvez faire des grandes économies dans le traitement que vous avez de nos librairies. Vous pouvez économiser beaucoup en arrêtant de nous envoyer des documents dont on n'a rien à faire, qui partent à la poubelle. Je refuse d'avoir à payer le prix d'une diffusion que je ne vois jamais. Je ne vois jamais aucun représentant. Le travail de recherche, c'est moi qui le fais. Et donc, si du jour au lendemain, à tous ces petits libraires que vous ne visitez pas, à qui vous envoyez des documents inutiles, vous remettez immédiatement la remise minimum de 38% et les 4% d'écart, je vous confirme que 10 ans après, je les ai largement fait économiser à votre structure, eh bien, au moins on pourra travailler. On travaille seul depuis toujours. Laissez-nous travailler seuls. On n'a pas besoin de vos catalogues qui sont remplis pour les spécialiser de bouquins qui ne parlent à personne, parce qu'on est par définition tous différents. Mais au moins, rémunérez la remise minimum qui nous fait vivre et donnez-nous, je veux dire, les 18% que tient Amazon aujourd'hui, c'est du fric qui a été pris à nos librairies. Et à Amazon, vous donnez plus que vous ne nous donniez à nous. C'est une économie chiffre constant qui est en train de basculer chez les gens que vous payez plus pour faire un plus mauvais travail que nous. Alors, redonnez-nous les mêmes qu'eux et soyez un peu concrets là-dedans. Une autre intervention dans la salle? Oui, je vais juste en rajouter une couche, je suis désolée. Alors moi, je suis encore plus inquiète de ce que j'entends, parce que alors moi, j'entends des 38%, mais moi, j'ai jamais eu plus de 30. Donc, je dis que vraiment, je suis vraiment la dernière des connes. Hein. Franchement, je vous le dis. Moi, j'ai entendu des choses vachement bien aujourd'hui, formidables, plein d'annonces. Le seul truc, c'est que je suis une petite librairie aussi, désolée, en banlieue en plus, à seulement 1 heure de Paris, comme quoi il n'y a pas besoin d'être au fin fond de la France pour pas être visité, pour pas recevoir jamais personne. Moi, j'ai un autre souci, on va dire plus ponctuel, mais qui finalement revient dans ces discussions, c'est que tout simplement, j'ai eu des soucis de trésorerie, moi aussi. À un moment donné, il y a 3 ans, j'ai pas pu honorer certaines traites. Depuis, j'ai changé de banque parce que c'était purement des histoires de banque. Aujourd'hui, j'ai des comptes fermés. Oui, mais quand vous avez un compte ferme, donc vous devez payer tout de suite. Donc là, moi, voilà, à 30%, je dois payer tout de suite. Et on me dit, ma chère madame, il faudrait quand même que vous travailliez plus, que vous achetiez plus et tout. Et en plus, on ne me livre jamais avant 8 jours. Je suis à 30 minutes de Châtelet, hein, en RER. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mes livres avec mon sac à dos chez le grossiste qui me fait une marge finalement pas moins grosse, pas moins importante que la vôtre. Je paye les frais de transport finalement comme si je les avais payés. Enfin, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue, je ne m'en sors pas. Et on me dit gentiment, bah oui, mais madame, vous avez une marge parce que vous avez un volume très petit, mais le volume très petit, je ne l'augmenterai jamais, puisque de toute façon, mes clients sont déjà bien gentils d'attendre 8 jours pour avoir leur commande. Et encore, ils continuent à venir. Alors moi, on m'a balancé qualitatif toute la journée. Au final, je ne peux pas avoir un label parce qu'en plus, je ne me paye pas. Je suis complètement inconsciente comme fille. Donc, en plus, je ne peux pas avoir le label parce que je ne me paye pas. Je suis qualitatif, mais je n'ai pas de les remises. Mais franchement, je vais sortir complètement déprimée de cette journée, hein, je vous le dis. Bon, Mais je continuerai à être libraire, par contre. Je repose la question de la remise unique. La loi Lang, c'était 81. C'est 30 ans après. Est-ce qu'il n'est pas possible de réfléchir à une nouvelle évolution de la loi du prix unique en prenant en compte la remise? Oui, encore, encore 2 interventions. Oui, ici. Philippe Legrand, librairie Calligramme à La Rochelle. Donc ça fait 30 ans que j'exerce. En 30 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. En 2 ans, pas non plus. Je remercie quand même beaucoup le syndicat du travail qu'il a fait depuis 2 ans.
C'est assez extraordinaire, on avance doucement, et c'est vrai que la diffusion, la distribution, c'est pas encore ça, loin de là. Tout ce que je constate, c'est qu'au bout de ces 2 jours, je suis maintenant transformé en mendiant. On va vous demander, en rentrant, des subventions à tout le monde. Alors on vient de créer l'ordre mendiant. Je trouve ça absolument scandaleux qu'on soit obligé de mendier à droite et à gauche pour survivre. Je trouve ça absolument lamentable. Et moi, la conclusion, c'est que j'ai honte. J'ai honte aujourd'hui, au bout de 30 ans, de vous demander de l'argent pour essayer de survivre. C'est lamentable. Encore une intervention dans la salle, enfin pour cette série. Moi oui. Je voulais intervenir, excuse-moi Fabrice, je voulais intervenir sur Bruno Caillé, qui a été le moins langue de bois des 3, mais qui n'a pas été au bout de la question qu'on lui avait posée, c'est-à-dire qui a bien expliqué les remises des librairies indépendantes, mais qui n'a pas été jusqu'à expliquer les remises d'Amazon, ce que tout le monde attend. Donc voilà, et quelles sont non seulement la remise d'Amazon, mais la remise des sites Internet, les conditions générales de vente spéciales pour les sites Internet, et puis surtout les remises arrière, évidemment, dont il faut parler pour avoir la totalité de la remise. Bon, alors pour la tribune, donc des questions qui reviennent finalement. Donc la remise d'Amazon, est-ce que quelqu'un peut apporter plus de précision? Et après, on parlera remise unique, enfin on essaiera. Donc concernant les remises qui sont dédiées aux sites en ligne, il y a, donc en ce qui concerne, je vais répondre pour la diffusion Gallimard, on a une remise qui est à un maximum de 38 pour les collections entre guillemets de grande diffusion et de 36 pour la Pléiade. Et les remises le fond, c'est remise, pardon, alors grande diffusion, fond, poche, littérature, etc. On est sur 38. Et je pense que d'autres, donc ça c'est notre système de plafond, je pense que d'autres éditeurs ont des conditions, peut-être contrairement à ce que vous pensez, inférieures à celles-là, et des plafonds qui descendent plus bas que ces seuils. Je ne suis pas convaincu du tout, même en mettant les marges arrière ou les remises arrière, qu'on soit dans une économie qui soit avantageuse par rapport à la librairie indépendante, si on compare les remises moyennes des sites Internet et de la librairie indépendante. En ce qui me concerne, je peux même vous dire que je suis convaincu du contraire. Bon, vous aurez compris que de toute façon, vous n'allez pas avoir la liste de toutes les remises de tous les diffuseurs, évidemment, d'autant qu'ils ne sont de toute façon pas représentés à la tribune. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin sur Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur Amazon à la tribune? S'il vous plaît, juste... Excusez-moi, j'aimerais qu'on réponde aussi sur d'autres questions. En plus, vous êtes déjà... Mais vous allez pouvoir réintervenir après. Non, c'est juste pour répondre à monsieur Caillé, pour lui dire quand même qu'ici, avec tout le respect que je vous dois, et c'est vrai, vous avez répondu le moins avec la langue de bois, vous avez ici la plus grande librairie de France. Et donc, quand vous parlez d'élargir l'assortiment, je pense que là, vous avez le plus large assortiment que vous pouvez avoir. Mais sans livres, sans livres. Et oui, aussi. Et vous pouvez et la question que tout le monde vous pose à tous les 3 depuis tout à l'heure, c'est pourquoi ne pas inverser l'équilibre? À quand les 50% pour les librairies indépendantes et les 35 pour Amazon et consorts? Voilà, c'est ça la question, et vous n'y répondez pas. Non, alors là, vous caricaturez bien sûr la situation, parce que je viens quand même d'expliquer l'inverse. Maintenant, vous parlez de la plus grande librairie de France, et si on parle des plus grandes librairies de France, elles ont, c'est vrai, mais parce qu'elles ont aussi l'espace qui permet de le faire, mais elles ont un assortiment et un niveau, et au-delà de l'assortiment, une capacité d'achat des ouvrages de notre fonds qui est comparable à celle des grands sites en ligne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elles bénéficient à travers la qualité de leurs équipes, à travers la possibilité qu'ils ont d'avoir la place de mettre en scène toutes les collections. Elles ont un niveau de vente, en ce qui nous concerne, qui est comparable à celle des sites en ligne.
Et d'ailleurs, elles ont une activité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais elles ont une activité également de vente en ligne qui n'est pas marginale dans leur activité globale, dans leur chiffre d'affaires global. Alors, moi, j'aimerais qu'on essaye de répondre, si possible, à la question qui a été posée sur la remise unique. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui s'en approchent dans d'autres pays, au Québec, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord d'une manière générale, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on en pense à la tribune? Mais je trouve il me semble que c'est une question qui ne s'adresse pas seulement aux éditeurs et diffuseurs, mais qui s'adresse aussi aux libraires, parce que les libraires n'ont pas tous la même remise, comme chacun sait. Est-ce que même les grands libraires sont favorables à ce qu'il y ait une remise unique? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si c'est... Qui veut répondre ou réagir à cette question? Non? Toujours pas? Remise. Non, mais je vais encore continuer. Remise unique. Bon, Bruno Caillé. Alors, voilà, remise unique. Moi, personnellement, je n'y suis pas favorable. Je suis favorable à ce que les conditions soient qu'on aille le plus loin possible dans l'équilibre entre la marge de l'édition et de la librairie. Mais remise unique, je n'y suis pas favorable parce que je pense aussi, malgré tout, qu'il y a un travail qui est différent quand vous êtes dans une... en gros, il y a un travail qualitatif qui implique des frais de personnel dans des grandes librairies qui nécessitent d'avoir cet accompagnement de remise. Et on ne peut pas, bien sûr, faire une remise unique à 40% pour tout le monde. Économiquement, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, faire le système de remise unique, finalement, aurait pour effet de ne pas satisfaire les libraires qui ont des charges élevées parce qu'ils font ce travail de stockage et d'animation des fonds les plus larges. Voilà, ça c'est ma position maintenant personnelle. Bien. Est-ce qu'à la tribune il y a d'autres personnes qui veulent parler de la remise unique? Écoutez, je pense... Alain Cook. Non, excusez-moi, chaque question, enfin l'une après l'autre, et chaque intervention surtout. Alain Cook, oui, et ensuite Alain Panaget. Je pense qu'à un moment où il y a beaucoup de réflexions, et donc pourquoi pas s'interdire, il y a des exemples. Le Québec vient de prendre une disposition de remise unique à 40%. Je veux dire, c'est comme le compte ferme avec droit de retour, quoi. Et ce qu'il faut bien voir, et là je suis d'accord avec Bruno, c'est qu'à un moment donné, les spécificités des uns et des autres, et vous l'avez abordé, c'est un dialogue, fait qu'aujourd'hui, ça paraît très difficile dans le tissu actuel de l'organisation des librairies d'avoir une remise unique. Maintenant, bon, tout peut s'étudier, tout change. Je veux dire, il y a d'autres sujets. Certains libraires nous proposent de faire le compte ferme. Certains libraires nous proposent de ne plus avoir de représentants. Je veux dire, on voit bien qu'on est un carrefour aujourd'hui de réflexion et il faut s'interdire à rien. Mais aujourd'hui, pour être très clair, je ne vois pas bien comment on pourrait passer dans une remise unique très rapidement. Alain Panaget. Alors, moi, juste une réponse qui en fait n'est pas une réponse, puisque répondre à la question de la remise unique me concernant, dans la mesure où moi elle ne m'engage pas dans ce que ça signifierait, c'est extrêmement facile. Facile ou pas d'ailleurs. Étant le représentant d'une grosse librairie, chacun se doute qu'effectivement, probablement on a des conditions plus favorables que nombre d'entre vous. Je rebondirai un petit peu sur deux choses. Si la remise unique, comme on le dit, c'est un nivellement par le haut, évidemment, je pourrais que éthiquement le souhaiter. Après, c'est l'économie qui dirait si elle a sens ou pas. Parce que par remise unique, j'imagine que tout le monde a passé à penser, bien évidemment, la plus haute pour tout le monde et non pas la plus basse pour tout le monde. Et l'autre élément, effectivement, qui a été cité par ici à la tribune certains diffuseurs, c'est que si de grandes librairies ont des remises plus significatives que d'autres, c'est toute une logique qui est celle à laquelle on essaie de trouver quelquefois de l'équité, mais c'est celle des engagements qui sont des engagements économiques aussi d'une librairie, les engagements de personnel qu'on a signifiés tout à l'heure et qu'on a trouvé juste, de compétences et autres, c'est ces lieux aussi, et le coût de ces lieux dans des endroits quelquefois difficiles et qui pèsent sur l'exploitation. Voilà, c'est toute une série de choix
et aussi de capacité à faire ses choix. Mais ce n'est pas une innocence dans tout ça. On peut très bien avoir les moyens de décider de ne pas faire grand-chose. Le choix que l'on a, c'est celui de décider, d'essayer de faire le mieux possible. À partir de là, je n'ai pas répondu à la question. C'est pas grave, vous n'êtes pas le seul. Parce qu'honnêtement, ça serait... C'est le jeu. Très honnêtement, ça serait de la démagogie, tout simplement d'aller dans le sens du meilleur des mondes possible pour tout le monde ou du rêve. À vous de choisir. Oui, Alain Cook. Oui, je voudrais revenir sur le problème de cette cité d'Amazon. Juste pour conclure, comment on peut penser que des éditeurs qui sont menacés par Amazon et d'une manière concrète, c'est-à-dire les contacts directement avec les auteurs pour les publier. Aujourd'hui, nous avons le cas, nous avons un auteur important de nos groupes qui maintenant, à chaque fois qu'on signe un contrat, nous demande mais comment je suis diffusé sur le numérique, comment je suis diffusé sur ce point-là. Donc comment penser? Donc nous sommes menacés d'une manière beaucoup plus importante qu'on ne peut le penser. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est qu'on ne soutiendrait pas le fait que les réseaux qui représentent 30, 40, 50% de notre chiffre d'affaires, on soit fous à ce point pour aller se faire fusiller pour les gens. Et c'est il y a 3 jours, l'article de M. Bezos qui dit « Je n'ai plus besoin d'éditeurs, je ne veux plus d'intermédiaires ». Et si je suis venu aujourd'hui à l'invitation, pourquoi je viendrais pour dire voilà, on va se suicider? Comment on pourrait penser ça? Qu'on ne prenne pas les bonnes décisions. Le débat, je l'admets tout à fait, mais comment on pourrait se suicider en pensant qu'on va favoriser un acteur? Et je voudrais dire aussi l'éditeur, il y a vous, c'est le point le plus important, il a aussi l'auteur. Et aujourd'hui, je dois vous dire que les premières questions que posent les auteurs, au-delà de l'exploitation papier, c'est l'exploitation et comment je suis diffusé sur le numérique, le e-commerce. Et quand nous n'apportons pas les bonnes réponses, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez avoir accès, je dirais, à un certain nombre de sites, ils signent en direct aujourd'hui sur ce point. C'est ça la réalité. Elle est minime, mais elle commence à se croître d'une manière importante. Voilà, donc c'est peut-être pas un problème, mais je ne pouvais pas laisser dire que, si vous voulez, les conditions, effectivement, aujourd'hui, c'est les relations commerciales, et là, vous avez raison, bon, de canaux de vente qui, et je reviens sur les propos, progressent aujourd'hui à 2 chiffres, hein, et je le redis, aujourd'hui, nous avons accordé historiquement à des acteurs importants du livre, des grandes chaînes, des remises beaucoup plus importantes que celles qui ont été données à Amazon, et c'est Amazon qui a gagné. Il y a le problème des frais de port, nous n'avons jamais été solidaires des frais de port. Aujourd'hui, nous sommes solidaires des procès qui seront faits à Amazon et tout sur les problèmes fiscaux dont nous ne pouvons pas bénéficier. Moi, je suis un groupe, enfin, je représente un groupe étranger. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre nos sites au Luxembourg, etc. Donc, nous sommes complètement dans cette bagarre aujourd'hui qu'il y a avec ces sites. Mais on ne peut jamais dire que c'est les éditeurs qui ont choisi de favoriser Amazon contre le réseau. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a encore... il nous reste à peine 10 minutes, donc est-ce qu'il y a encore 2-3 interventions dans la salle? Oui. Oui. Oui, allez-y. Alors, Francis Martin, librairie Hartmann à Colmar. Je suis libraire depuis fort longtemps. Je voudrais qu'on arrête quelquefois le double langage, parce que j'aimerais du concret. Par exemple, je suis désolé, mais Hachette parle de 48 heures tout à l'heure de délai de livraison. Ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année. Les autres livraisons, lorsqu'il y a 3 ou 4 colis, c'est livré en 3 jours différents. Un autre exemple, on me parle de 39% de remise. Moi, je suis labellisé. J'ai eu un mal fou chez certains gros distributeurs à obtenir 35. Il a fallu que j'écrive, que je réécrive. On va vous répondre. Et avec beaucoup de mal, j'ai obtenu les 35. Alors que je pense que je mérite peut-être un peu mieux, avec tous les efforts que nous faisons, que mon équipe fait, dans les animations, ce qui entraîne évidemment aussi beaucoup de retours. Ah, mais on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas en tenir compte. Alors voilà, double langage, mais j'aimerais bien qu'on rémunère sincèrement les libraires qui font bien leur métier, qu'ils soient petits ou moyens ou même grands, mais qu'on les rémunère sincèrement et
raisonnablement. Le qualitatif devrait aussi être vraiment mis en application. Voilà. Merci. Bien. Autre intervention dans la salle. Ici, je voudrais... oui. Oui. Ah oui, d'accord. Allez-y, allez-y. Christine Rugman, Ah non, libre. pardon. Ah, pardon. Vous êtes où? On ne vous voit pas. Je suis là. Ah oui, d'accord. Christine Rugman, librairie La Belle Aventure à Poitiers. Je suis frappée du ton difficile de cette fin d'assises, alors qu'on a eu toutes les raisons ce matin d'avoir de l'espoir après les annonces qu'est venu faire Aurélie Filippetti. J'espère que les diffuseurs, parce que c'est eux surtout qui sont les responsables commerciaux qui sont à la tribune, entendent la tension, enfin je suppose parce qu'ils la reçoivent. Comme c'est difficile, est-ce que vous entendez comment les libraires vous parlent là? Ce n'est pas normal, je veux dire, ça exprime un vrai profond malaise. Moi, je crois très sincèrement aujourd'hui qu'on est obligé de vous suivre parce qu'on est dans l'état où on est, c'est-à-dire on est dans une extrême précarité. Et vous managez notre précarité comme vous managez la concurrence. C'est votre nouvelle façon de manager la concurrence. Ce n'est pas pour être négative, contrairement à ce que ça pourrait en avoir l'air. C'est pour vous dire, s'il vous plaît, ne nous pondez pas, ne profitez pas de la situation dans laquelle nous sommes pour nous dire on va vous aider en nous produisant des contrats encore plus contraignants qui nous asservissent. C'est-à-dire, c'est tel Max Havelaar qui va partout en Amérique du Sud voir les petits producteurs en leur disant « vous n'allez pas bien, je le vois, on va vous aider », qui met de l'argent sur la table et puis qui dit « mais demain vous allez cultiver comme ça, puis vous prendrez cet outil-là et puis vous ferez les choses autrement ». C'est exactement la même chose qui est en train de se produire. Si nous n'étions pas précaires, vous ne pourriez pas nous imposer ce que vous nous imposez aujourd'hui. Nous avons besoin de reconstruire la relation avec vous sur d'autres bases, qui soient faites de confiance et de respect mutuel, et de transparence sur la répartition de la valeur ajoutée. Bien, il y a une intervention, avant quelques réactions de la tribune, il y a une dernière intervention dans la salle. Oui, petite question, précision peut-être à apporter. Donc Benoît Bougerolles, la Maison du Livre à écoutez, Rodez. mais... Je suis ici. Bon, alors il y aura deux interventions, mais qu'on ne me reproche pas. Qu'on ne me reproche pas de ne pas avoir tenu les horaires. Allez-y, Benoît. J'essaierai d'être le plus rapide possible, évidemment. Mais après vous, il y a un monsieur devant surtout, et on arrêtera. En soi, je ne poserai pas de questions, mais 2-3 précisions sur des questions douloureuses. Là, je parle un peu avec ma casquette, ma vieille casquette d'ancien président du syndicat, donc, où à Lyon, on avait promis certaines choses qui ne se sont pas passées. Je rappelle quand même que sur Amazon, et ça, il faut quand même le dire, les premiers responsables ne sont pas spécialement les éditeurs. Pourtant, on se bagarre beaucoup avec eux. Aujourd'hui, n'oubliez pas quand même qu'Amazon en France a une structure économique très largement déficitaire, malgré toute leur, on va dire entre guillemets, magouille fiscale, qu'au niveau mondial, il y a de l'ordre de 5 milliards de dollars de pertes cumulées. Ils ont un modèle économique de prédateur, et c'est ce qu'ils appliquent aujourd'hui en France. Tous les acteurs du e-commerce qui font du franco de port perdent de l'argent sur toutes les expéditions qu'ils font, même s'ils disent évidemment l'inverse. Donc il y a un problème, qui est un problème beaucoup plus large, qui est un problème de faire comprendre à nos clients, à nos concitoyens, à ceux qui vivent dans la même ville, la même région et donc le même pays que nous, que la manière dont ils achètent a des conséquences, à faire comprendre à certains ministres que financer des emplois de prédateurs, ça pose aussi un problème, surtout quand on a écrit certains livres et tenu certains propos par ailleurs. Donc il y a une véritable difficulté au niveau d'Amazon, mais mettons les responsabilités où elles sont. Aujourd'hui, on a un groupe capitalistique qui se finance à perte pour acheter des parts de marché mondiales. Très honnêtement, du peu que je sais, peut-être plus que la moyenne, mais du peu que je sais des remises faites par les éditeurs auprès d'Amazon, elles peuvent être, y compris pour de très grandes maisons, plafonnées absolument et totalement, Bruno y faisait allusion, à moins de 35%. Donc, beaucoup de libraires ont quand même, j'espère, plus que de 35%. Amazon ne se finance pas sur le dos des éditeurs, il se finance sur le dos de ceux qui sont les capitalistes financeurs ou les banques qui acceptent ces découverts, ces 5 milliards de dollars de pertes en partant du principe que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils auront contrôlé le commerce mondial.
comme autrefois un hypermarché dans le petit village quand il arrivait. C'est plus une grande précision, mais il faut le dire. Et sujet douloureux, puisqu'on a eu un procès, comme vous le savez, que nous n'avons pas gagné, comme vous le savez peut-être pas, mais qui est pour moi l'un de mes grands échecs. La remise minimale, c'est un grand débat. On n'a pas été jusqu'au boutiste pour dire la remise unique, mais en tous les cas, on a toujours demandé, nous demandons toujours, et je crois que Mathieu ne me démentirait pas, le syndicat a toujours demandé, il est là, pardon, une remise minimale de 36% pour tous ceux qui ont une activité d'au moins 50% dans le livre, hein, critère simple à appliquer. Et dernière petite précision, le label qui a son importance, qu'on a pu créer, qui se développe, en soi, a priori, juridiquement, n'est pas une condition commerciale pouvant être ajoutée aux conditions générales de vente, ne serait-ce que pour des questions réglementaires. Un label ne peut pas être une différence au niveau des conditions commerciales. Par contre, ça peut être un moyen pour nous de nous bagarrer plus pour faire comprendre que notre travail qualitatif reconnu par l'État peut aussi, sur d'autres manières, être reconnu par les éditeurs. Bien. Dernière petite question, en bas, monsieur. Vous allez y arriver après 3 tentatives. Non, c'était simplement une observation. Je suis Guy Firoloni de la librairie La Marge à Ajaccio. Moi, je suis un petit peu inquiet parce que j'ai entendu parler de mendiants. Lorsqu'on a entendu les analyses qui ont été faites, très pertinentes au demeurant, sur la situation globale de la librairie, je parle de manière globale, pas spécifiquement les petites, les moyennes ou les grandes, mais tout laisse à penser que s'il y a 2 ans, à Lyon, il y avait des problèmes, il est fort à parier que dans 2 ans, la moitié des librairies qui vivent cette situation n'existeront plus. Parce que le modèle économique qui nous conduit à gagner 0,6%, conduit tout naturellement à la faillite. De manière générale. Enfin, je vois mal un modèle qui... Alors, fonder l'action de la librairie sur la spéculation qui consiste à dire ce sont des gens qui sont des militants, qui est un mot horrible quand on entend le mot militant. Nous sommes les militants de la culture. C'est un mot absolument insupportable. Donc, il y a fort à parier que dans 2 ans, il y aura probablement 50% de moins de librairies dans ce raisonnement-là. Les solutions qui ont été envisagées pendant notamment l'intervention qui a eu lieu hier, où il y avait, à un moment donné, il y avait une précision qui disait les raisons d'espérer quelque part. Elle passe par quoi? Elle passe par des investissements majeurs dans les librairies, parce qu'on parle de compétences, on parle de savoir-faire, on parle de personnel qualifié, on parle d'action, d'animation extérieure, ensemble d'outils donc nécessaires et qui coûtent excessivement cher. Chacun sait que le personnel, ça coûte cher, que la réalisation de kakémono ou d'activités diverses, ça coûte cher. Donc, la majeure part des librairies ne pourront pas accéder à cette activité-là. Alors, si par ailleurs on dit, j'ai encore quelques mots, puis je termine. Si par ailleurs on affirme, et c'est ça la question centrale, à mon avis, ce n'est pas tellement Amazon qui est un support qui existe et que ça nous plaise ou pas, il existe. Si l'on dit que la librairie est un facteur majeur du maillage culturel du territoire, si l'on dit que les centres-villes existent à un moment donné, sur le plan culturel, encore une fois, grâce aux librairies qui pratiquent un certain partage quelque part, d'un certain nombre de valeurs, si on affecte à ces librairies cette importance-là, que beaucoup découvrent d'ailleurs, que beaucoup découvrent, c'était pas... Bien, monsieur, excusez-moi, mais il faut vraiment qu'on arrête. Je suis désolé. Finissez votre phrase. Je vais finir ma phrase. Alors, la question qui se pose, c'est celui du statut des librairies, qui doit être autre chose que le statut du mendiant. Voilà. Bien. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'il y a une ou 2 réactions à la tribune sur les dernières interventions de la salle? Oui, non. Karima Gamji. Je suis désolée, je voulais juste revenir sur ce que non, mais soyez pas désolée. Non, normal. Juste une seconde, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous respectez. Aujourd'hui, pour nous, la librairie, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. À chaque fois que vous perdez du chiffre d'affaires, on perd du chiffre d'affaires. Donc, si j'ai mal formulé mes propos, peut-être, je n'ai pas voulu vous manquer de respect. Je pense qu'on est quand même un peu tous dans la même barque. Je n'ai pas forcément les moyens de répondre et d'être applaudi par la salle en proposant à tout le monde, en effet, une remise maximale. C'est pour ça que je vous parle de travailler ensemble. Mais voilà, je voulais juste rectifier ça. Bien, merci à tous. Et je rappelle qu'il reste... Alors, il y a un quart d'heure de pause et à 16h30,
la dernière table ronde des rencontres.